Est-ce que tu veux connaître le grand secret de l'amour? Parce qu'il y a vraiment matière à se poser plein de questions. Est-ce que tu veux savoir pourquoi est-ce que les sciences des Grecs sur l'amour étaient un enseignement interdit par le Vatican et puni de mort pour ceux qui le diffusaient? Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Alors accroche-toi parce que moi ça a changé ma vie. Et que tu sois jeune en âge ou jeune en âme, si tu es prêt à intégrer ça, tu vas voir que la vie va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Les Grecs en fait avaient découvert qu'il n'existe pas un type d'amour. En français, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, on a le même mot pour j'aime un steak, que j'aime un enfant, que j'aime un amoureux. Et en fait, les Grecs avaient découvert qu'il existe 8 manières différentes d'aimer. Et une culture ou un individu qui n'intègre pas cette connaissance de ces 8 manières d'aimer, eh bien, est voué à beaucoup de souffrances inutiles et tout simplement à une autodestruction. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est fantastique avec la conscience qu'il existe 8 manières différentes d'aimer, 8 facettes différentes à l'amour, au moins 8 parce qu'il y en a sans doute encore plus, c'est qu'en fait on comprend que selon les différentes étapes de notre vie, eh bien on va avoir besoin de différents types de partenaires, que ce soit amicaux ou amoureux. J'aime rattacher ces 8 types d'amour aux 8 chakras. Certains vont réaliser que je ne mets pas vraiment les chakras au même endroit que les autres, mais bon, on ne va pas se disputer là-dessus. Le premier chakra, en fait, on peut l'associer au début de la vie d'un être humain. Il expérimente, si vous voulez, l'amour storgé, l'amour familial. Cet amour, il doit être vécu de manière à ne pas avoir de manque. Et c'est là où la culture à l'envers, celle que certains appellent le patriarcat, mais ce n'est pas du tout un beau mot, il faut vraiment l'appeler la culture endormante, la culture à l'envers de la nature et de la vie. Eh bien, cette culture va tout faire pour essayer de faire que l'enfant soit en manque de cet amour parental. Pourquoi? Parce que comme ça, toute sa vie, il va courir après un manque. L'amour storgé est censé rassurer en fait tous les besoins de survie. Survivre, manger, procréer. Dans l'amour storgé, la tendresse a beaucoup d'importance et dans l'idéal, avoir une certaine tension, une certaine volonté pour s'élever. Être attentif, être attentionné. Le problème, c'est que si on n'a pas été sevré de cet amour storgé, on a difficile à passer à autre chose. Mais imaginons un enfant idéal, pendant les 7 premières années de sa vie, plus ou moins, eh bien, il va expérimenter cet amour storgé familial pour le rassurer et petit à petit, dans l'idéal, entretenir ce lien intérieur. Pour moi, je ne suis pas du tout contre la famille. Vive la famille. Je dis juste que la structure nucléaire de la famille, un papa et une maman, n'est pas suffisante à combler l'être humain, l'enfant, en amour familial, en attention. Et c'est pour ça que les Africains disent et répètent en boucle aux Occidentaux, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est très profond en fait ce proverbe. Et oui, je crois que c'est quelque chose où, ben non, l'Afrique et tout, et l'Asie à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus évolués que nous. Et comme par hasard, c'est nous les Occidentaux qui montrons l'exemple pour la destruction de la planète. Parce que perdre ce lien, c'est perdre ce lien non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec la nature et avec tout le vivant. Et c'est ce lien qu'il faut retrouver et entretenir. Dans une culture idéale, dans l'âge plus ou moins 7-14 ans, il va passer, je dirais, à cette deuxième définition de l'amour, qu'on pourrait dire le chakra numéro 2, qui est l'amour pathos. C'est un amour qui est complètement platonique, qui est idéalisé. Par exemple, c'est l'enfant qui va être amoureux de son professeur à l'école. On ne passe pas à l'acte, mais l'amour peut être passionné, voire extrêmement possessif. L'amour pathos est une étape, effectivement, très intéressante, où petit à petit, cela peut nous permettre de choisir, d'idéaliser, de voir ce que l'on veut plus tard. C'est une partie de la vie d'un être où l'enfant se programme beaucoup. Par exemple, effectivement, souvent à cet âge-là, notre papa, notre maman, il n'est pas toujours là. Encore une fois, on est en manque d'attention et on va se programmer petit à petit à tomber amoureux d'êtres qui vont ou ressembler à nos parents ou être en opposition avec nos parents. Mais ce sera toujours par rapport à nos parents. Moi, par exemple, ça peut sembler bête, mais voilà, j'estime que j'ai manqué d'attention de ma maman. Et du coup, par exemple, je flash surtout sur les femmes petites.
parce que ma maman était petite. C'est con, mais certains thérapeutes vont jusqu'à dire qu'il est très très difficile, voire impossible, de se libérer de ça. C'est ce que disait ma maman, qui était thérapeute, psychanalyste, entre autres, enfin psychothérapeute plutôt. Eh ben, elle disait, pour moi, on n'arrive pas à s'enlever de cette programmation, en fait, et on va être uniquement avec des personnes qui sont dans, je dirais, dans une relation d'amour névrotique complémentaire, à savoir, par exemple, on a souffert d'abandonnite quand on était petit, et ben on va se mettre avec quelqu'un qui va entretenir cette abandonnite, ce manque, pour pouvoir rejouer les mêmes comédies, dramaturgies grecques de quand on était petit. Les relations à névrose complémentaire sont importantes à vivre, je ne le nie pas, mais le but c'est de passer un jour à autre chose. Pour bien voir, par exemple, les relations névrose complémentaires peuvent nous aider à guérir et à comprendre des choses qu'on n'est pas arrivé à guérir avec nos parents. Et là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Malheureusement, la plupart des gens, ils n'ont pas ces connaissances, ils croient que c'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir retrouver cette osmose, cette fusion qu'on avait les rares fois où on a pu prendre papa, maman dans les bras, ou même si elles n'étaient pas très rares, elles n'étaient pas assez nombreuses. Et c'est ça auquel on court à peu près toute sa vie. Mais il y a beaucoup de gens adultes, qui sont aussi toujours coincés dans cette partie-là de la vie. Fantasmer, ils passent plus de temps à fantasmer de faire l'amour que de faire l'amour. Alors effectivement, ça crée des dissonances après. Mais dans une culture idéale, effectivement, on va passer à la troisième étape, qui est la découverte de l'amour porneia, du grec porné, carrément prostitué. Et là, c'est la mise en pratique de la volonté. On arrive à passer à l'acte, à mettre sa volonté en marche. L'amour est dévorant, on attend de l'autre qu'il nous nourrisse. Effectivement, c'est souvent les premières histoires d'amour. Et alors là, c'est intéressant, je me lève, je ne sais pas si la caméra peut me suivre, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on voit en dessous. Donc, premier chakra, c'est en bas de la colonne, périnée. Et donc, moi, je fais partie des gens qui disent que le deuxième chakra serait plutôt en dessous du nombril, troisième chakra au-dessus du nombril. C'est-à-dire que le deuxième chakra, c'est, on va dire, la naissance de la volonté. On commence à idéaliser, à voir ce qu'on veut. Et puis, quand on passe à la troisième étape, c'est effectivement la mise en pratique de cette volonté. Et donc, en général, les premières histoires d'amour sont très teintées de passion et tout, parce qu'on est à fond dans le fait de vouloir reconstituer ce qu'on a vécu avec papa, maman, ou de faire l'opposé. Mais en tout cas, ça sera passionnel. Et c'est une étape à vivre, mais c'est une autre définition de l'amour. C'est vraiment important. Et je trouve qu'ils portent bien leur nom. Porneia. Voilà, on est fou amoureux de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance souvent à transformer sa personnalité pour que cette personne nous plaise. Et donc, oui, prostituée, pour moi, je trouve, n'est pas un terme trop excessif. Et souvent, effectivement, le grand piège des amours, je dirais, dans le premier, deuxième, troisième chakra, c'est d'abandonner, en fait, souvent notre légende personnelle et tout ce qu'on aime, voire ses amis, pour cet amour. Et ça, pour moi, je crois que c'est le piège à éviter, mais à la fois, il faut l'expérimenter pour savoir que c'est un piège. C'est toujours le paradoxe. Moi, je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je dis. Par exemple, si quelqu'un me dit « Écoute, ça me parle tout ça, mais moi, j'ai vraiment envie de vivre l'expérience du mariage, c'est génial, si c'est profond. » Moi, j'invite les gens à faire l'expérience du mariage. Sinon, ils ne pourront jamais savoir si le mariage, ça leur va ou pas. Donc, tout ça, c'est paradoxal. La plupart des gens, en fait, ils passent leur vie entre les trois premiers chakras à faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'ils vont aller se réfugier dans des relations amoureuses d'amour storgé pour pouvoir avoir la force de commencer à avoir confiance en eux. Et puis alors, tout d'un coup, parfois, ils vont aller mettre en pratique leur volonté, essayer de réaliser leurs rêves et tout ça. Mais si leur rêve n'est pas réalisé, eh bien, clac, ils vont être frustrés, ils vont retourner dans l'amour storgé. Et beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, ils sont bloqués entre ces trois types de choses. Mais dans l'idéal, une fois qu'on met en pratique notre volonté, par exemple, on se met à développer un art qui est tout à fait en harmonie avec nous-mêmes, et c'est fantastique. Et alors, on va petit à petit arriver à se détacher des relations de type storgé, de se détacher du regard de sa famille. C'est pas pour ça qu'on les aime moins, mais on va arriver à passer aux étapes suivantes du développement. Le temps qu'on n'arrive pas à trouver sa place, tant qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose, et souvent c'est l'art, qui nous fait vraiment vibrer, eh bien, on va toujours attendre de nos relations amoureuses et amicales qu'elles nous donnent ça. Et comme souvent c'est pas le cas, alors on va créer des dramaturgies. Beaucoup de choses dans les couples tiennent aussi parce qu'en fait, il y a de temps en temps des disputes ou quoi, et du coup, ça nous donne, si vous voulez, notre dose d'intensité.
Moi, je le sais. Si j'ai pas ma dose d'intensité dans la création, ou dans le sport, ou dans quelque chose, dans la journée, ou dans l'apprentissage, eh bien après, j'aurais envie d'avoir cette intensité avec des gens. Et si j'arrive pas à avoir une intensité dans l'amour, je peux avoir tendance à chercher cette intensité en voulant des petites disputes. Parce que notre corps, notre cerveau, tout notre corps a besoin d'exulter, il a besoin de partir fort et tout dans l'émotion, de vivre, encore une fois, souvenez-vous, l'animal dans la jungle et tout ça. Et si on ne lui donne pas, entre guillemets, une nourriture émotionnelle saine, il va aller la créer, voire même dans sa tête. On va se disputer avec des gens dans notre tête et tout ça pour avoir notre dose, en fait, notre dose d'adrénaline, notre dose de dopamine. Et c'est très important à comprendre. Donc on est d'accord. L'amour storgé jusqu'à 7 ans, l'amour partage jusqu'à 14, l'amour pornéa jusqu'à 21. Oui, je trouve que ça colle assez bien avec ce qui se passe dans la vie des ados et tout. Et puis, à partir de 21 ans jusqu'à 28 ans, alors là, on découvre l'amour éros. C'est l'amour et désir et plaisir des sens. Au début, quand on fait l'amour, c'est pas vraiment top. Et puis, petit à petit, on apprend. Dès que l'autre sort de cette illusion de perfection, on ne l'aime plus. Selon Freud, l'amour éros a une phase création et une phase destruction. Une phase je veux te prendre, une phase je veux que tu me prennes. Lorsque l'amour éros est rejeté, ça peut créer beaucoup de haine. La plupart des Occidentaux, avec le rêve du grand amour, sont coincés dans le rêve d'éros. C'est pourtant le type d'amour qui crée le plus de souffrance. D'abord car il est porteur de désillusion. Tu crois que l'autre t'aime alors qu'il veut te posséder. Ensuite, car il te met dans un état de dépendance. Selon Platon, lorsqu'on aime version éros, on peut aimer sexuellement sans être aimé. Chez les latins, Eros est symbolisé par Cupidon. Et Cupide, ben voilà, Cupide, la cupidité, c'est un synonyme d'avidité. Et c'est important de le comprendre, parce que c'est là où les gens sont un peu sourds et aveugles. Je trouve ça très sympathique, quand il y a la fête des amoureux, la Saint-Valentin, le petit Cupidon qui tire partout. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est des choses très importantes à vivre et tout. Mais aussi, si on pouvait enseigner aux ados que être amoureux, attention, c'est pas le moment-là où il faut des enfants et tout, parce que une fois sur 10, on va se rendre compte, une fois qu'on connaît la personne qu'on n'aime pas du tout, c'est quand même arrivé à la plupart des gens, ben, je trouve qu'on pourrait mettre les gens en garde à ça. Moi, personne m'a dit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable quand même. Tomber amoureux, c'est le contraire de l'amour. C'est une maladie qui est due au manque d'attention qu'on a eu petit et de notre carence en amour storgé familial. Une maladie qui se guérit déjà par la connaissance de ce qui se passe. Freud disait qu'on comprend déjà d'où ça vient, c'est à moitié guéri. Et puis après, dans le fait de passer à autre chose. Alors ensuite, si tout va bien, on rentre dans l'amour philia. On peut dire en fait c'est une autre définition de l'amour, mais c'est aussi une autre définition de la conscience pour finir. C'est ça qui est intéressant. L'amour est amical. C'est l'amour qui échange, c'est-à-dire qui donne et qui prend. S'il n'est pas réciproque, l'amour philia ne peut exister. L'entraide, le compagnonnage, l'esprit communautaire jouent un grand rôle pour cimenter un groupe. C'est un entre-deux entre l'amour éros qui prend et l'amour agapé, qu'on va découvrir plus loin, qui donne. On peut en souffrir si l'équilibre entre la dose d'éros et d'agapé n'est pas harmonieux. Et donc effectivement, ça correspond un peu au 5e chakra, ou de la gorge, ou pour moi ça c'est l'étape de la communication. On ose communiquer qui on est, c'est une étape très très importante, et encore une fois vous allez voir, l'idée c'est de vivre un petit peu tous ces types d'amour dans notre vie. C'est ça l'idéal. Je ne dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre, c'est pas ça, c'est complémentaire. Et puis si tout va bien, 35-42 ans, on découvre l'amour charis. Et là on commence, si vous voulez, c'est le 3e œil, le 6e chakra. L'amitié prend de plus en plus de sens, et on voit la vie de plus en plus dans une logique, entre guillemets, de géométrie sacrée, c'est-à-dire en fait qu'on comprend petit à petit qu'il y a des choses qui reviennent, on commence vraiment à comprendre, à voir des patterns, des réactions très identiques chez la plupart des gens, à comprendre comment le fonctionnement de l'être humain et soi-même, comment ça fonctionne. Et personnellement, c'est pour ça que je dis souvent, si on est dans une recherche intérieure, mais une recherche intérieure, qui ne s'arrête pas, où on se remet tout le temps en question, et ben franchement, ce qu'on appelle vieillir, passer les 50 ans, et ben c'est tout aussi magnifique parce qu'on est passionné par ça et on a de plus en plus, en fait tout notre corps veut ça. Mais les personnes qui n'ont pas cette recherche intérieure, ou en tout cas qui l'ont
qui se sont arrêtés. Parce que beaucoup de gens, ils se lancent dans la recherche intérieure, et dès qu'ils découvrent un truc, ils se bloquent à ça. Du style, ils découvrent la méditation, ça y est, ils font plus que la méditation. Moi, je trouve qu'il faut essayer tout et explorer plein de choses. Et chaque mois où on ne s'est pas dit, j'ai évolué, j'ai changé d'avis sur quelque chose, ben pour moi, c'est un mois perdu, quoi. Il faut vraiment, moi, je crois dans la religion de l'évolution. Et croire que comme ça, on peut vivre plein de vies dans une vie, quoi. Et tous les 7 ans, à peu près, ouais, avoir vraiment une autre vie, même si, dans le fond, bien sûr, c'est toujours la même personne au début. Et c'est-à-dire qu'effectivement, comme on commence vraiment à comprendre comment on fonctionne, on voit ça se répéter à l'extérieur. Et c'est ça, vraiment réfléchir. Quand on réfléchit vraiment, on se réfléchit dans le monde extérieur. Le monde extérieur devient une espèce de miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur. Dans l'amour charisme, l'amitié prend de plus en plus de valeur. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'énorme. Souvent, les amours, ça passe, mais les vrais amis, ça reste. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Être ensemble devient plus précieux, mais on ne veut pas en abuser. On se voit dans l'autre et du coup, on est beaucoup plus ouvert à s'accepter comme on est. Le quotidien prend de plus en plus toute sa saveur. Et puis, effectivement, il y a l'étape chakra 7, l'étape de la découverte de l'amour agapé, l'amour désintéressé, encore une fois, dans une culture idéale. Elle couronne en fait l'accomplissement de l'être dans cette dimension. L'amour, c'est donner, on peut aimer sans être aimé, on ne souffre pas vu qu'on n'attend rien en retour. Cet amour sous-entend qu'on ne fait qu'un et qu'on peut donner sans rien attendre en retour, car l'autre est une extension de nous-mêmes. Beaucoup le considèrent comme l'amour divin, sous-entendu plus élevé, mais ça dépend de la version de l'amour inconditionnel qu'on soutient. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a 2 types de grand amour inconditionnel. Et je dirais peut-être que c'est les 2 extrêmes, en fait, de ces définitions de l'amour, le chakra 1, le chakra 8. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, ça peut être l'amour inconditionnel d'une maman qui essaie surtout de donner confiance à son enfant, qui essaye de peut-être le brosser dans le bon sens du poil pour lui donner surtout confiance. Et je crois que c'est vraiment important les premières années de surtout donner confiance en l'enfant. Bien sûr, il faut l'empêcher de frapper, des choses comme ça et tout, mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est le boulot pour moi jusqu'à 12 ans, c'est donner confiance en l'enfant, qu'il ait confiance en lui-même. Ça, c'est le travail le plus important. Le reste, après, les carences, s'il y en a, on peut les combler. Je parle des carences au niveau d'apprendre à écrire ou de faire des mathématiques et tout ça. Et donc, il y a un autre amour inconditionnel, un autre type qui est non, il faut absolument que tu évolues, et c'est d'essayer de toujours pousser l'autre pour qu'il évolue, de toujours le pousser à cette évolution, donc de toujours essayer d'être vrai et de donc souligner les points faibles qu'il a à travailler. Pour moi, ce sont 2 définitions différentes de l'amour conditionnel, elles sont toutes les 2 valables. Je ne dis pas qu'il y en a une mieux que l'autre, je dis qu'il faut expérimenter le tout, parce que pour moi, cet amour inconditionnel-là, celle du 8e chakra auquel on arrive maintenant, pour moi, c'est ça l'amour divin. C'est encore plus loin qu'agapé parce qu'il voit l'intérêt de la vie, de la globalité. Et je ne sais plus qui disait un jour, l'intérêt du divin n'est pas toujours en harmonie avec l'intérêt de notre civilisation, bien sûr. Et ça que les gens ne comprennent pas trop. Si vous voyez, vous étiez très 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 haut et que vous voyez tout ce qui se passe ici, peut-être qu'à un moment, vous diriez, c'est peut-être bien que les humains ils s'en aillent, parce que sinon, ils vont tellement détruire la Terre que combien de temps va-t-il falloir pour que la vie revienne sur cette planète? Et c'est ça l'idée. Donc, c'est une autre définition de l'amour. Et on a besoin de toutes pour construire un monde. Mais je crois que l'idéal, c'est de passer par ces différents types d'amour et de comprendre, surtout dans la relation amoureuse, qu'il y a des personnes qui vont nous apprendre certaines choses, et c'est génial. On va vivre une relation amoureuse avec elle, et puis un beau jour, on va passer à quelqu'un d'autre parce qu'on aura appris la leçon, on voudrait expérimenter autre chose. C'est ça que je veux dire. Il est intéressant d'explorer toutes ces facettes de l'amour. Et contrairement à ça, si on cherche une personne qui va nous combler dans toutes ces dimensions de l'amour, là, évidemment, ça ne va pas aller. Et pour finir, on va passer à côté de la relation parce qu'on va vraiment attendre absolument que l'autre nous apporte tout, et ça ne se passe pas comme ça. Ça nous aide aussi à comprendre qu'il existe des personnes sur Terre avec qui on aime bien vivre, d'autres avec qui on aime bien faire l'amour, d'autres avec qui on aime bien évoluer, où on est poussé vers notre évolution, d'autres où on a besoin de se sentir en sécurité, et qu'une personne ne peut pas remplir toutes ces fonctions en même temps. Parce que par définition, c'est un autre type d'amour. Et donc c'est un atout pour le couple de savoir qu'on est avec quelqu'un, par exemple si on décide de se mettre avec quelqu'un
pour élever des enfants ensemble, eh bien que c'est pas parce qu'un jour on a envie d'avoir d'autres relations, qu'elles soient sexuelles ou pas, que ça veut dire qu'on n'aime plus. Au contraire, pour que les enfants aient un environnement le plus stable possible, au moins jusqu'à leurs 15-20 ans, eh bien il est essentiel que le couple, que le papa et que la maman puissent justement se diversifier, continuer à évoluer, et le bonheur et le bien-être des enfants va s'en ressentir grandement. Et donc, on peut aimer différentes personnes à la fois parce qu'il y a différents types d'amour. Et la source d'énormément de souffrance, c'est de chercher le prince ou la princesse charmante qui va remplir toutes ces facettes, justement. C'est en ça que cette vision de l'amour est vraiment là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc c'est vrai que je parle beaucoup d'amour libre, mais ces temps-ci, il y a une petite bémol qui est arrivée dans ma conscience, à pour finir comprendre que l'amour libre est surtout très important quand on décide d'élever des enfants. Parce que là, effectivement, après 2-3 ans, on a envie d'autres corps, et que si on se sépare comme font la plupart des gens, et du coup, c'est les enfants qui payent et vont vivre en garde partagée, ce qui est encore moins évolutif que d'avoir un papa et une maman. Par contre, je comprends tout à fait que dans la vie de tous les jours, on a envie d'être seul avec une personne, de développer cette relation à deux, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Après, voilà. Quand on a envie de rester avec quelqu'un longtemps, même sans enfants, vous verrez qu'il y a un moment, on a envie d'autres corps. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est tous ces couples qui cassent juste parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs. Et alors là, je peux même me permettre de dire, ces personnes, ils focalisent trop pour finir. Ils croient que l'amour, c'est avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un. C'est ça, aimer quelqu'un. Et ça, vraiment, c'est la cata. Alors, il y en a d'autres qui croient que l'amour et l'aimer, c'est l'attachement. L'attachement, je dirais que c'est culturel. Moi, j'aime bien, je choisis de savoir pourquoi j'aime quelqu'un. Je peux expliquer pourquoi j'aime telle ou telle personne. Et j'aime surtout les personnes qui m'aident à être le plus moi-même. Voilà, ça, c'est le type d'amour que je choisis. Je ne dis pas que vous devez choisir le même, mais je dis c'est intéressant de choisir. Et que sinon, on reste dans une espèce de flou qui n'est pas très constructif. Ouais. Et donc, oui, je crois qu'avoir ces connaissances sur l'amour, ça aide vraiment à mieux aimer et à sortir de ce bordel et comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre tête. Parce que l'amour Walt Disney du prince charmant, c'est très chouette, j'adore les films de Walt Disney, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça nous conditionne à quelque chose, et on court toute notre vie après ce quelque chose, et puis la vie, elle passe et tout, et c'est très dommage. Et notamment, les gens, à beau jour, ils se disent, ils ont passé quelques années avec quelqu'un, voilà, ils ont vécu ce que j'avais envie de vivre, et puis après, ils se séparent, et tout d'un coup, ils se disent, oh merde, j'ai perdu, c'était mon temps, c'était pas le bon. Mais en fait, et ça ne devrait pas être vécu comme une petite mort, mais comme une renaissance de quitter quelqu'un, de se dire, voilà, mais non, on part chacun de notre côté à prendre autre chose. Mais ceux dont le but, c'est de trouver l'être avec qui ils vont rester toute leur vie, ils vont toujours avoir l'impression de ne pas trouver le bon, et ils souffrent pour rien. Et c'est pour ça que parfois, j'aime bien dire en raccourci, on ne peut pas mettre un peu nos histoires d'amour plus en priorité et s'occuper que le monde continue, et ça n'empêche pas de vivre des histoires d'amour, mais de plus les mettre en priorité absolue de notre existence, parce que le grand amour, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est ça qui est important. Et quand on arrive vraiment à s'aimer, la vie devient fantastique, et on se voit et tout ça avec tous ses défauts et tous ses bugs, et alors on les accepte beaucoup mieux chez l'autre, et la vie devient de plus en plus enrichissante, c'est de plus en plus facile aussi de vivre avec les autres. L'hypothèse que moi je soutiens, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels, et qu'en fait chacune de ces définitions différentes de l'amour est une autre facette de nous-mêmes, de notre être profond, de notre soi, et qu'une partie de nous, en fait, vit avec un pied dans chacune de ces réalités. Et que je crois que si on veut vraiment développer nos pouvoirs de création, de magie, il faut que nos décisions, quelque part, soient en harmonie avec ces 8 définitions de l'amour, ces 8, pour finir, consciences différentes, et qu'elles sont justement tout à fait complémentaires. Et que c'est important dans la vie d'expérimenter donc ces différents types d'amour pour nourrir ces personnages intérieurs. Et que sinon, si on ne fait pas ça, on va tomber dans cette civilisation de divertissement. Divertissement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, se divertir, oublier qui on est, se distraire. Et que ça devient une espèce de mouvement de l'inconscient collectif mondial, et que l'idée, c'est au contraire de se concentrer, pour essayer d'aller toucher ce qu'on a envie de changer en nous, ce qu'on a envie de vivre. Alors je trouve que c'est vraiment passionnant de regarder les étapes
de l'évolution de l'être humain à travers les évolutions des chakras. Dans une culture idéale, donc d'abord, c'est le premier chakra, je me lève, là, le premier chakra, le périnée, on découvre, c'est vraiment le chakra de la survie. La plupart de l'humanité, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, sont toujours bloqués dans ce premier chakra. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'image du petit enfant qui, au début, il reste accroché à sa maman. Et j'aime beaucoup l'image du petit enfant qui commence à s'autonomiser, quand il commence à marcher, c'est-à-dire il s'accroche à maman, et puis d'un coup, papa, il va courir un petit peu plus loin, il regarde de loin si maman se relève, le regarde toujours, il rigole, s'il est toujours là, et puis après il revient. Et bien pour moi, petit à petit, on va faire ce genre d'expérience, mais pour cela, il a fallu que l'enfant ait envie. Tout d'un coup, qu'il ait le désir qui naît. Et ça, si vous voulez, c'est le deuxième niveau de conscience. C'est vraiment la naissance de la volonté. Donc le petit enfant, il va se dire « Oh, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'y aller. » Et puis le troisième chakra, c'est « Il va y aller. » Il va mettre ça, son envie en pratique. Il va y aller. Ensuite, comme ça, petit à petit, il va faire des allers-retours qui vont lui donner confiance dans, effectivement, une culture idéal. Et la découverte de ce troisième chakra est très important parce que ça va lui faire découvrir le monde extérieur et petit à petit de se positionner, de voir ce qu'il aime moins, ce qu'il n'aime pas. Mais l'amour pornéa ne nous comble pas non plus parce qu'il nous insécurise. Et souvent, une fois, on fait ces expériences et puis on retourne à la base, à l'amour sorgé. La plupart des gens, ils restent bloqués là-dedans. Mais dans une culture idéale, en fait, si on part à la découverte du quatrième chakra, qui est celui du cœur, petit à petit, le fait d'avoir osé mettre en pratique sa volonté, d'avoir osé nous donne confiance en nous, on va commencer vraiment à arriver à s'aimer. C'est que n'est que quand on commence vraiment à arriver à s'aimer, qu'on commence vraiment à aimer les autres. Sinon, l'amour, il est là surtout, c'est de l'avidité, la recherche d'amour et de social, pour remplir effectivement ce vide intérieur parce qu'on n'a pas trouvé qui on est. C'est malheureusement le cas chez énormément de personnes. Mais petit à petit, dans ce quatrième chakra, on va pouvoir développer l'intelligence du cœur. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a des neurones dans le cœur, comme il y en a dans le cerveau, il y en a même dans l'estomac aussi. Certes, ça c'est un énorme sujet, vous pouvez vous y intéresser sur le net, c'est passionnant. Et à partir de l'étape du chakra du cœur, c'est important parce qu'on commence à être beaucoup plus proche du huitième chakra que du premier. Et donc petit à petit, on commence à sentir, j'ai envie de dire, cette attache entre guillemets par le haut. Bien que tout ça c'est métaphorique parce que le haut, le bas, on pourrait dire cette attache intérieure aussi. Mais enfin, dans cette métaphore, c'est cette attache vers le haut, car dans des étapes d'évolution idéale, on va petit à petit effectivement arrêter de s'accrocher de manière maladive à notre structure familiale, en tout cas en tant que référent. Je ne dis pas qu'il faut s'éloigner d'eux physiquement et ne plus les aimer, mais comprendre que nous, on mène notre propre barque et on choisit de ne pas juste faire un copier-coller. Parce qu'il y a deux grands choix dans la vie, où on fait un copier-coller de papa-maman, où on essaye de tracer sa propre voie, en gardant certaines choses, certaines caractéristiques, certaines valeurs qu'on a aimées chez nos parents, et en laissant d'autres sur le côté. À la fois, cette étape du chakra du cœur n'est pas toujours confortable, parce que c'est vrai qu'on va être tiré entre ces deux sources d'énergie, vraiment l'énergie fertile par le haut, et l'énergie, on va dire, de recyclage par le bas, et c'est pas toujours une étape confortable, et beaucoup de gens ne vont pas arriver vraiment à vivre cette étape, et vont retomber vont retourner à la case départ, à l'amour storgé. Mais par contre, si on arrive effectivement à passer cette étape, eh bien, on va arriver au cinquième niveau de conscience, le chakra de la gorge. Et là, quelque part, c'est très important parce qu'on va oser communiquer. On va oser communiquer au monde notre différence, notamment assumer nos différences par rapport à notre famille biologique. Et là, effectivement, c'est pour ça que c'est le chakra de la communication. Mais encore une fois, c'est une étape délicate parce que c'est quand on commence à communiquer les choses, surtout dans le domaine des croyances et de la spiritualité ou de la politique, et bien que là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, que ça crée des confrontations, et parfois ça peut là mettre des vraies distances avec la famille biologique. Et si on arrive à ne pas retomber, et arriver à l'étape suivante, qui est pour finir le sixième chakra, que beaucoup de gens mettent au troisième œil, et bien là on commence vraiment à voir, si vous voulez, des patterns, à voir des mouvements, à voir des stéréotypes, des comportements qu'on se rend compte que plus ou moins à tout le monde la même maladie, d'ailleurs que nous aussi, et on commence vraiment à rentrer dans ce domaine où on se nourrit de connaissances, ça devient vraiment
plus important que la nourriture physique encore, ou même que l'eau. Et c'est quelque chose de réel parce que ça nourrit notre esprit. Et notre esprit, pour grandir, il a besoin de connaissances, de connaissances, de connaissances, de connaissances. Cette étape nous permet de prendre conscience que le monde extérieur est en fait la réflexion de notre monde intérieur. Et on comprend mieux le concept, tu veux te comprendre le monde, comprends-toi toi-même. Par exemple, on voit aussi fort des cycles. C'est plus vraiment des histoires d'amour qui vont bien, qui vont mal, des temps de paix, des temps de guerre entre les pays. On voit des cycles et on se rend compte que de toute façon, tout fonctionne avec des cycles. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et puis on recommence. Et ça apporte une certaine sagesse. Et si on persévère là-dedans, eh bien on arrive vraiment au 7e chakra, qui est un peu l'aboutissement du potentiel de l'être humain, qui permet justement d'accéder enfin au 8e chakra, où là, si vous voulez, on a bien incarné cet être humain, et tout d'un coup, là, on apprend principalement à se regarder avec une hauteur. On arrive vraiment à équilibrer le regard entre ce qui crée et ce qui est créé. Et c'est là où on retrouve de plus en plus, si vous voulez, qu'on investit notre être entre guillemets divin dans le sens créateur. Je crois que toutes les personnes passent par tous les niveaux de conscience, ne fût-ce que quelques secondes à certains moments de leur vie. Certains simplement, ils ne se rendent pas très bien compte de ce qui se passe. Parfois on peut l'avoir en regardant un film, en écoutant de la musique. L'émotion est vecteur de beaucoup de choses. Parce que le problème, c'est que comme la plupart des gens sont en manque d'amour, eh bien, ils passent leur vie en fait à chercher des histoires d'amour. Et c'est leur priorité toute l'existence. Toute l'existence, ils ne font que ça. S'ils ne trouvent pas, ils vont vouloir être très riches dans l'idée de trouver une histoire d'amour. Puis après, ils vont faire des enfants dans l'histoire de faire tenir leur histoire d'amour. Et puis, ils vont quitter leurs enfants pour vivre une histoire d'amour. Moi, je trouve que les histoires d'amour sont fantastiques, sont très importantes à vivre. Mais comprendre que oui, si notre monde aussi va mal, c'est parce que la plupart des gens, ils sont en manque d'affection en Occident. Et alors, ils courent après ça, ils courent après la reconnaissance, une reconnaissance qui ne se donne pas eux-mêmes. Et du coup, le monde, il part en couille parce que plus personne s'en occupe. Et donc, oui, c'est à ce niveau-là où souvent je dis, il y a peut-être un jour un choix à faire. Vivre ces histoires d'amour, bien sûr, même si c'est des histoires tout simplement d'être amoureux comme ça, mais ne plus les mettre en priorité de notre existence. Parce que ça nous a mené où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire au bord de l'extinction de la masse. Et quand tu demandes encore aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi leur rêve? La plupart des gens, ils veulent rencontrer le grand amour. Et je comprends, mais comme on est dans un bateau qui coule, je ne suis pas sûr que ce soit le choix le plus judicieux. Et je crois que ce n'est pas un choix par amour, mais c'est un choix par peur, justement. Voilà. Et cette peur, eh bien, elle disparaît quand on retrouve sa place de guerrier, quand on retrouve son feu créateur. Et du coup, on retrouve sa place dans ce monde. Et ça ne va pas vous empêcher d'avoir peut-être encore plus d'histoires d'amour après, justement. Mais des histoires d'amour, on va vous aimer pour votre engagement, pour ce que vous apportez au monde. Alors j'espère vraiment que ça vous a intéressé et j'espère qu'à votre manière, vous pouvez aussi faire des vidéos sur ce thème et tout, le partager, parce que là on peut vraiment sauver des vies, c'est des enseignements qui sont valables pour tout le monde et personnellement, qu'est-ce que j'aurais été heureux qu'on m'enseigne tout ça à 20 ans, donc à vous de faire passer le flambeau de justement des sciences de l'amour. À tout de suite.